Bonjour et bienvenue dans votre émission 60 ans, 60 regards, une émission consacrée tout au long de l'année au 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Notre invité aujourd'hui n'est autre que Hervé Novelli, ancien secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et du tourisme. Certes, il est très connu pour avoir créé notamment le statut d'auto-entrepreneur. Mais il faut savoir aussi que grâce à la loi Novelli, la société chinoise Cao Cao a connu un succès fulgurant en France et que c'est aussi grâce aux efforts déployés par Hervé Novelli que les pandas chinois Huan Huan et Yuanzi ont pu venir en France. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous interviewer sur notre chaîne. C'est un plaisir pour moi aussi. Voilà, donc le plaisir est partagé. Vous êtes l'un des témoins privilégiés de l'évolution des relations franco-chinoises, à laquelle vous avez apporté une contribution très importante. Vous avez beaucoup œuvré pour faire venir les pandas Yuan Yuan et Huanzi en France, après 5 ans de négociations, n'est-ce pas? Oui. Alors pourquoi il a fallu autant d'années, autant d'efforts? Je pense que c'est lié aussi au caractère exceptionnel de cet animal et de la manière dont il est considéré en Chine. Ça avait été une demande originelle d'un de mes amis qui s'appelle Rodolphe Delors, dont la famille Delors avait créé ce merveilleux outil touristique qui est le zoo de Beauval. Et le rêve de Madame Delors était évidemment de pouvoir obtenir un panda. Et lorsque j'ai accompagné le président de la République, Nicolas Sarkozy, en Chine, c'était en quelle année alors? C'était en 2008. 2008, hein. Eh bien, nous avons eu des discussions au plus haut niveau sur tous les sujets stratégiques, la monnaie, les implantations en Chine ou l'action des entreprises chinoises. Ouais. Mais nous avons eu aussi un élément encore plus important qui était la demande de la France de pouvoir obtenir le prêt d'un panda. Et Nicolas Sarkozy avait été très, très insistant auprès des autorités chinoises à l'époque. Et lorsque nous avons obtenu ce panda, il a pris soin de m'en prévenir en disant « T'as vu? Je l'ai eu, ton panda !» Ton panda. Pourquoi? Parce que... Comme je m'étais impliqué avec d'autres dans cette affaire, il a voulu faire remarquer qu'il avait obtenu, et c'était très bien, et ça a été pour tout ce territoire, parce que moi j'étais député à l'époque très près du zoo de Beauval, et donc ça a été non pas le début, mais en tout cas l'accélération du développement de ce merveilleux zoo qui est un des lieux en France le plus fréquenté par les touristes. Donc c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, est une collaboration franco-chinoise en faveur du tourisme. Et très très réussi d'ailleurs. Et très réussi. Très réussi. Et je dois dire que sur le plan économique surtout, pas que sur le plan, on va dire, diplomatique. Non, sur le plan économique, ça a servi de développement exceptionnel de toute cette région. Et lorsque je vais au zoo, bien sûr, l'attraction des pandas est l'élément clé du développement de ce zoo. Et pourquoi il a fallu attendre 5 ans? 5 ans de négociation. Vous savez, ce n'était pas évident. Ça a d'abord été une demande des élus qui relayaient la demande de Madame Delors. Après, tout ça est passé par le canal diplomatique, les ambassadeurs. Cela variait au gré des fluctuations des relations diplomatiques. Et comme vous le savez, dans les relations diplomatiques, il y a des hauts et des bas. Et donc, cela a mis un peu de temps, mais aujourd'hui, je dois dire que c'est une très belle réussite de la confiance, qui marque la confiance des autorités chinoises, parce que le panda est quand même l'animal emblématique de la Chine, et ça marque la confiance de la Chine envers la France, et c'est très bien ainsi. Il faut reconnaître que la France, en ayant reconnu parmi les premières la République populaire de Chine a joué aussi un rôle clé dans cette reconnaissance. Et du reste, cette année,
les 60 ans de la reconnaissance ont donné l'occasion et l'opportunité de beaucoup de relations franco-chinoises. Raison de plus pour vous remercier. Je vous en prie. Je l'ai fait parce que j'étais attaché à ma région. J'étais député, maire de la commune de Richelieu, qui est la commune emblématique de ce territoire, puisqu'elle a été construite par le cardinal de Richelieu, auquel il a donné son nom. C'est une ville nouvelle qui n'existait pas. Elle a été créée dans les années 1630. Et donc j'avais la chance, lorsque j'étais maire, de pouvoir avoir plus d'une centaine de monuments historiques. Donc j'ai toujours été bien sûr passionné par la réflexion sur l'attractivité touristique. Et c'est pour ça que j'ai répondu favorablement lorsque j'ai été approché pour nouer un partenariat avec une commune chinoise qui se situe sur les lacs près de Shanghai, qui s'appelle, je ne garantis pas la prononciation, parce que je n'ai jamais réussi à me faire comprendre, y compris par l'ambassadeur de Chine, qui me faisait répéter 8 fois Wuchen. Wuchen, d'accord. Donc une ville chinoise très connue pour l'Internet, hein, c'est ça? Elle a servi de lieu à la rencontre sur le mondial, ce qu'on a appelé le mondial de l'Internet, il y a une dizaine d'années, avec la présence de Bill Gates qui était venu. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire une exposition sur ma ville de Richelieu à Wuchen. Oui. Et nos amis de Wuchen sont venus à Richelieu faire une exposition sur cette petite commune touristique. Enfin, quand je dis petite, évidemment, c'est par rapport à la Chine. Par rapport à nous, c'est pas la même taille. Hein. Oui, tout à fait. donc, on a eu cette opportunité de nouer des partenariats. Il y a eu des échanges de collégiens chinois et français. Des jeunes Français sont venus en Chine et des jeunes Chinois et Chinoises sont venus passer quelques semaines à Richelieu. J'en ai été très heureux. Donc pour moi, c'était important que d'innover dans ce domaine. Vous avez créé un jumelage entre les deux villes, c'est ça? Voilà. Ça se poursuit toujours. Hein. Alors, ça s'est un peu distendu, il faut bien le reconnaître, parce que nos amis chinois sortent moins. Et viennent moins. Il y a eu le Covid, et puis auparavant, les cadres locaux sont venus en moins grand nombre. Donc, mais ça ne demande qu'à repartir. Il y a vraiment deux belles communes, et je pense que ce serait utile qu'on s'y attarde à nouveau. Mais bon, je ne suis plus maire, j'ai renoncé à mon mandat, vu mon grand âge, puisque j'ai 130 ans. Non, je plaisante, un peu moins. Mais j'ai donc renoncé. Mais c'est un de mes adjoints qui est devenu maire et qui s'occupe de perpétuer l'attractivité touristique de la commune de Richelieu. Tant que vous êtes, on va dire là, hein, tant que vous êtes derrière lui pour le soutenir, on ne peut qu'espérer que ça se poursuivra. Mais ça se poursuivra certainement s'il y a une relance qui intervient des deux côtés. Monsieur Dovelli, vous êtes aussi président du Conseil supérieur de l'œnotourisme. Et en tant que tel, vous avez visité des régions chinoises, des régions productrices de vin. Eh bien, est-ce que vous avez des projets de développement de l'œnotourisme avec la Chine ? C'est un sujet qui me passionne depuis des années. Quand j'étais ministre du Tourisme, j'ai eu l'opportunité, je ne savais pas que 15 ans après, j'assumerais la présidence de ce Conseil supérieur, mais c'est moi qui l'ai créé. C'est vous qui l'avez créé. Je ne pensais vous avez créé beaucoup de choses, hein. Mais c'était pour ce Conseil supérieur a une fonction précise qui est de donner un label qui montre l'effort fait par les professionnels du tourisme, mais aussi des viticultures pour faire venir des touristes. Ce label s'appelle Vignoble et Découverte. C'est-à-dire qu'à partir du vin, eh bien, on va découvrir le territoire, les gens. Et donc, c'est une manière de faire comprendre un territoire à travers son produit phare, qui est le vin. Donc, j'y croyais beaucoup. Et la preuve, aujourd'hui, près de 15 ans après la création de ce label Vignoble et Découverte, vous avez aujourd'hui des milliers et des milliers, 8000 professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, de la viticulture qui ont une plaque vignoble et découverte sur leur
leur lieu de travail. Et c'est pour moi une grande fierté. Et on continue de travailler pour accélérer encore le développement de cette branche qui peut être une branche privilégiée d'attractivité pour les touristes. Parce qu'il y a beaucoup de touristes qui, lorsqu'ils sont interrogés, disent je viens en France aussi pour goûter du vin. Et donc, il y a un désir de comprendre comment on le fabrique, quelles sont les personnes, quelle est l'histoire du lieu, quelle est l'architecture de ce lieu. Donc c'est un moyen très ambitieux ou parallèle de découverte d'un territoire. Et donc aujourd'hui en France, je vais vous donner un chiffre, il va être revu et réévalué bientôt, mais aujourd'hui vous avez environ 10 millions de touristes qui viennent chaque année pour découvrir le territoire où est produit le vin. Et la France, comme vous le savez, c'est un territoire couvert aux 2/3 par les vignes. 2/3 du territoire français, vous avez de la vigne. Et donc, on peut dire, on peut dire que, en fait, vous pouvez expliquer la France aux 2/3 par le vin. Et c'est un peu l'ambition que j'ai, et ça marche et ça se développe très fortement. Et lorsque je suis venu, puisque vous m'avez interrogé, je suis venu en Chine, dans cette province de Tengxiao, je crois, qui produit 40% de la production viticole chinoise, j'ai eu l'occasion et l'intérêt de remarquer combien il y avait une volonté de développer cette production, qui est une volonté du reste qui s'appuie sur l'histoire, parce qu'on a toujours fait du vin. Alors je ne vous garantis pas qu'il était excellent il y a quelques décennies ou quelques siècles, mais aujourd'hui, l'action chinoise, soutenue et accompagnée par des producteurs et des viticulteurs français, permis et permet d'élever la qualité de ce vin, et je suis convaincu que le vin qui est produit dans cette région, mais peut-être plus généralement en Chine, pourra se comparer dans quelques années à des très bons vins français ou autres. Donc, on peut en conclure que l'œnotourisme franco-chinois, c'est un secteur à fort potentiel de croissance. Ah oui, oui. D'abord parce que j'ai remarqué que les Chinois aiment bien le vin. Bien sûr, tout comme les Français. Tout comme les Français. Donc c'est un moyen de se rapprocher déjà. Et puis, je pense que les deux pays ont des spécificités, une attractivité différente. Mais lorsque vous baladez en Chine, c'est merveilleux. Enfin, moi, j'adore aller à la découverte de la Chine, et on la découvre tout le temps tellement c'est grand. Donc on n'est jamais rassasié, et je pense que nos amis chinois, quand ils viennent en France, eh bien, ils peuvent avoir l'opportunité de découvrir beaucoup de choses et de connaître et de comprendre mieux l'histoire et je dirais l'état d'esprit français. Alors maintenant, on change de registre. Le 16 avril 2024, vous avez été invité au lancement de la cérémonie intitulée « Bienvenue en Chine » par la société chinoise, ou plutôt la filiale chinoise de la société Cao Cao Mobilité Paris à l'hôtel Intercontinental à Paris. En fait, la question que j'aimerais vous poser est la suivante. Dans quelle mesure la loi Novelli que vous avez créée en 2009 a contribué au succès de cette société chinoise en France? Alors c'est assez amusant. C'est lorsque j'ai créé, vous l'appelez la loi Novelli, c'est la loi tourisme, mais que certains appellent loi Novelli, que j'ai fait adopter au Parlement en 2009. Dans cette loi, je crée Atout France, qui est l'organisme de promotion du tourisme en France, mais aussi je créais une catégorie qu'on a appelée les VTC, les véhicules, mais à l'époque ça s'appelait véhicules de tourisme avec chauffeur, parce que j'avais, pour faire passer cet article dans la loi tourisme, j'ai voulu le raccrocher au tourisme, et en même temps ça éloignait des taxis. Donc il y avait une volonté de distinguer VTC
des taxis. Voilà. Et donc on a créé cette catégorie dans la loi avec des conséquences très importantes parce que ça a permis, sous statut d'auto-entrepreneur, souvent... Que vous avez créé aussi, hein, créé dans une autre la Novelli, non? Non, la loi de modernisation, modernisation, de l'économie. Mais le titre premier, c'est moi qui l'ai porté au Parlement. Et donc, la loi tourisme crée dans un article les VTC, les définit, donne les obligations de ce statut. Et ce que j'ignorais à l'époque, c'était la révolution numérique qui a permis la naissance des applications, et notamment d'Uber, mais aussi de Cao Cao. Et donc, cette application Uber a permis à cette société, sous statut d'auto-entrepreneur, de créer des milliers d'emplois sous statut d'auto-entrepreneur pour les VTC d'Uber. Mais aussi pour ceux de Cao Cao. J'ai eu l'occasion et l'opportunité de rencontrer à plusieurs reprises la directrice générale de Cao Cao, Veroushka Bekar. C'est ça. Qui était une ancienne collaboratrice d'Atout France. Donc il y avait à peu près tout ce que j'ai créé était regroupé dans la personne de Veroushka Bekar. Autour de vous, dans votre entourage, on va dire. Et donc elle a eu la gentillesse de m'inviter à ses 60 ans et j'ai été très heureux et c'était une belle soirée. Et comment expliquer en fait le succès fulgurant, on va dire, de Cao Cao Mobilité Paris grâce à votre loi? Alors, ou plutôt... il y a, je crois, le positionnement très intelligent qu'a choisi Cao Cao. C'est-à-dire, il y a une qualité d'accueil qui saute aux yeux lorsqu'on rentre dans un véhicule Cao Cao. Deuxièmement, Cao Cao met l'accent sur le développement durable. Et donc, ce sont des véhicules qui produisent très peu d'effets carbone. Donc il y a un positionnement intelligent à la fois en matière de qualité d'accueil et en matière d'économie et de développement durable qui permettent à Cao Cao de se faire une place à part sur le marché parisien et je l'espère un jour sur d'autres marchés. C'était tout ce que je lui souhaite, mais le positionnement me semble très pertinent. Et j'ai moi-même expérimenté ces véhicules et je peux dire qu'en y est, c'est très confortable. En tout cas, ils vous sont très reconnaissants. Je ne sais pas, mais en tout cas, vous savez, lorsqu'on est au gouvernement, on pose des actes, certains réussissent, d'autres moins. J'ai eu la chance, on va dire, que ce que j'ai créé perdure aujourd'hui. Dernière question, alors que cette année, nous célébrons le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre nos deux pays. Quels sont, selon vous, les principaux axes d'amélioration sur lesquels il faut travailler pour renforcer davantage la coopération bilatérale alors? Vous savez, moi je suis un adepte du libre-échange, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on entend beaucoup de remise en cause de ces échanges qui pour moi, ont eu incontestablement un effet très positif. Quand on voit le développement spectaculaire d'un certain nombre de pays, c'est largement lié à l'ouverture des frontières. J'étais il y a quelques semaines au Japon. C'est ça. Et j'ai eu l'occasion et l'opportunité de comprendre l'histoire du Japon qui, pendant 2 siècles, s'est fermé au commerce et aux étrangers. Entre les années 1650 et 1850. Avant la réforme Meiji. Edo, voilà. La période Edo a fermé les frontières et pour moi, le bilan, il a été beaucoup de retard dans le développement du Japon, qui heureusement a été rattrapé. Son retard, mais cela prouve que l'ouverture n'est jamais négative. Bien sûr, il y faut des conditions, bien sûr, il y faut une équité et de la transparence dans les modalités du commerce international, mais en l'occurrence, y compris avec la Chine. Vous savez, moi j'ai été en Chine dans les années 90 et il n'y avait pas de route et c'était très, très peu
développer. Et je venais, avec un ministre français, poser la première pierre de l'usine Citroën de Wucheng. Non, pas de Wucheng, de Shenzhen, je crois. Ah, enfin, Shenzhen. En tout cas, dans une province chinoise. Et il n'y avait rien. Incroyable. On a posé une pierre Ouais. sur un champ. Et je suis revenu quelques années après. Il y avait une ville. Et il y avait une usine. Et il y avait toute une ville autour exceptionnellement propre et développée. Et donc, en l'occurrence, le développement du commerce international, les échanges est un facteur accélérateur de la croissance et de la prospérité. Donc c'est quelque chose de très important que de le dire à un moment où le monde semble se fermer. Ouais. Il faut rappeler les vertus de ce libre-échange. Il permet de se comprendre, de se connaître, d'échanger et de le faire au bénéfice mutuel. Et il ne s'agit pas d'être naïf, il s'agit simplement de bien prendre en compte les bénéfices qui naissent de l'échange, et de la compréhension et de la connaissance de l'autre. Bien sûr. Donc ça a été pour moi un très bel enseignement. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour la pertinence de votre conseil. À bientôt alors. À bientôt. Merci à vous.